Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche 20 décembre pour ce rendez-vous pour le musée dans mon canapé. Aujourd'hui, je vous emmène dans une salle que j'aime bien, une salle qui va nous plonger un peu plus dans la vie du combattant, hors combat cette fois-ci, et voilà, une découverte d'une partie de nos collections aussi émouvante et très intéressante. En fait, c'est pas compliqué, c'est juste derrière moi, donc je vais vous emmener au niveau quand même un petit peu de ces tranchées que nous avons dans le musée, dans une autre partie du musée, qui est un décor reconstitué avec des matériels très combattants, mais qui permet aussi d'avoir une idée justement de ce qu'a pu être ce quotidien tous les jours, un lieu très éprouvant qui est rythmé donc par les corvées. Alors, je vous propose du coup de revenir dans la salle avec un premier ensemble d'objets. Alors ne vous étonnez pas s'il y a des reflets, les vitrines au départ sont faites pour être vues sur place, mais voilà, on va essayer au mieux de vous montrer l'ensemble de ces objets qui se trouvent donc dans cette salle, qui est conçue comme un dédale de tranchée, plus ou moins, en tout cas qui évoque le dédale de tranchée dans lequel donc la vie est rythmée, comme je vous l'ai dit, par les corvées. C'est ce dont je voulais vous parler dans un premier temps en vous montrant ces modèles de pelles, de pioches avec étui, pliables, certaines multifonctions puisqu'elles vont avoir des rebords avec des scies. La vie du combattant est rythmée par le fait de devoir creuser, consolider, terrasser, tous ces mots-là qui évoquent aussi l'épreuve finalement, en dehors même des combats, et qui devient indispensable, nécessaire, l'entretien de la tranchée, pour... Je suis désolée, je perds mes mots en ce dimanche, qui est dû en fait parce que le bombardement est extrêmement important, en particulier en première ligne, et le ravitaillement en matériel. Alors là, je m'arrête sur cet objet qu'on surnomme en argot de tranchée le hérisson, le rouleau de barbelé. Vous voyez qu'à côté sont présentées également des cisailles, des serpes. On reviendra sur les serpes juste après. Voilà, je me mets un peu plus de côté pour vous montrer ce hérisson qui est aussi quelque chose de particulier dans les corvées. On va devoir installer ces barrières de barbelés pour protéger les tranchées. Et ça de chaque côté, que ce soit du côté français, du côté britannique, du côté allemand, on va avoir donc l'installation de ce barbelé qui sera tenu par des queues de cochon. Encore une fois, quand vous pourrez venir chez nous pour voir ce décor, vous retrouverez ces fameuses queues de cochon, ces grands pics en métal au niveau du No Man's Land. Et puis, j'avais envie de m'attarder toujours sur la question du barbelé, sur... Hop là, je fais juste un peu de mise au point, voilà, sur cet objet-là, qui est quand même très particulier pour comprendre aussi toute la réflexion qu'il y a avec la structuration des tranchées, un sujet qu'on espère pouvoir vous présenter aussi dans quelques temps. Je vais garder encore un peu de suspense sur ce sujet. Voilà, différents types de barbelés qui correspondent aussi à cette économie de guerre qui se met en place, qui date aussi dans la conception d'avant-guerre, mais donc du barbelé qui, quand on le regarde attentivement, la répartition, l'écartement des petits pics, que ce soit sur le rouleau, le hérisson, ou sur ces petits morceaux présentés là, ils sont prévus pour qu'une main d'homme ne puisse pas attraper le barbelé sans se blesser. Ce qui veut dire qu'on va vraiment créer une barrière protectrice. Et donc, je dézoome pour vous montrer également les cisailles qui se trouvent à côté. Ces cisailles qui vont être quand même assez grandes, assez lourdes, assez encombrantes, et pourtant qui permettront à certains moments, quand on s'approche de la tranchée ennemie aussi, de pouvoir se frayer un chemin. Alors ça, c'est plus la partie combattante, alors que je vous ai dit, j'ai envie de vous parler du quotidien des hommes. Il y a le travail du bois également. Donc dans ces objets qui sont présentés ici, je vous fais vraiment le panoramique là, de cette vitrine. Il y a des pelles, des pioches, toutes sortes d'outillages qui vont permettre de consolider. Voilà. Alors, je vous propose
pour compléter ce premier ensemble, puisque je vous en ai parlé, quelques images. Voilà, donc la tranchée, on ne la fait pas n'importe comment. Et puis, il y a le bombardement, il y a la boue aussi. Beaucoup de boue. Toutes les tranchées ne sont pas structurées de la même manière, selon que l'on soit en première ou en seconde ou en troisième ligne. Et là, vous voyez donc ces hommes au travail. Alors, il y a des secteurs, évidemment, hein, où ce travail ne pourra pas se faire tout à fait de la même manière. Je pense à la Somme ou à Verdun, avec des secteurs très, très accidentés. Et voilà, donc avec les plaques stéréoscopiques aussi, on voit aussi toute cette énergie qu'il a fallu dépenser pour les hommes et qui contribue malheureusement à leur mise à l'épreuve. Je me suis déplacée parce que la boue, c'est aussi dans l'épreuve au quotidien, c'est les problématiques d'hygiène. Alors encore une fois, je sais qu'il y a pas mal de reflets, mais je me déplace en fait un peu comme un soldat, presque, pour vous montrer ces objets liés à l'hygiène. Juste le temps, hop, de cadrer. Voilà, et je vais me placer à côté. Là, ce que vous apercevez, ce sont vraiment des éléments que le soldat a avec lui. Ce sont des tondeuses pour les cheveux, comme on trouve ici avec la boîte. Je vous en montrerai d'ailleurs une à la toute fin, une qui a beaucoup d'importance pour moi. On va aussi trouver de quoi affûter les coupe-choux, ces rasoirs. Je vais me déplacer pour vous les montrer justement de beaucoup plus près. Ces rasoirs, un peu de cow-boy, hein. En tout cas, c'est comme ça que j'aime, moi, le dire pour les enfants. Parfois, le vocabulaire, oui, il faut l'adapter. Le blaireau, pourquoi le blaireau pour les enfants? Parce qu'au départ, c'était des poils de blaireau qu'on utilisait, un poil relativement dur, et qui permet de faire mousser le savon. Alors, on se rase dans les tranchées, on se coupe les cheveux, tout ça nécessairement pour être présentable, puisqu'on reste un soldat et qu'on est le reflet de l'armée, donc de la patrie, pour aussi très certainement rester un homme en tant que tel et non pas se rapprocher de l'état animal, puisque cette analogie entre le combattant de 14-18 et l'animal est quelque chose qui revient quand même dans les témoignages, y compris dans les écrits, plutôt romancés. Donc c'est vraiment ce qu'on va retrouver, je pense, pour les écrits à Jean Giono, qui a été, entre autres, présenté parmi différents écrivains par mon collègue Mathieu, avec une visite sur les écrivains dans la guerre. Donc il faut se raser. Le masque à gaz qui commence à être distribué en 1915 avec suite aux premières attaques au gaz au printemps, il va falloir aussi que ces masques protègent un maximum et donc les poils, il va falloir les supprimer en partie. Et puis il y a la vermine, les poux, les puces. On sait aujourd'hui que c'est quelque chose de très très éprouvant physiquement, puisque les poux peuvent provoquer une maladie qu'on appelle la fièvre des tranchées. Donc cette hygiène devient indispensable, à la fois sur le plan psychologique et sur le plan sanitaire. On se lave donc. Alors là, je vous montre des savons. Et alors, chose qu'on n'a peut-être plus trop l'habitude de voir à notre époque, mais qui pourtant, dans l'idée un peu extrapolée, mais du développement durable, un petit clin d'œil pour une de mes collègues, une éponge naturelle. On revient à plus de nature aujourd'hui pour d'autres raisons. À l'époque de la Grande Guerre, on a donc un savon, une éponge, en tout cas de quoi se laver. Tout le problème va tenir dans l'eau qu'il va falloir aussi ravitailler pour les hommes. Et quand le ravitaillement ne peut être fait, on puisera une eau insalubre dans les trous d'obus. Donc quelque chose d'assez particulier. On sait que cette hygiène a beaucoup mis les hommes à l'épreuve. Alors je vous montre quand même un tout petit peu, où je me trouve. Derrière moi, il y a encore aussi d'autres éléments à découvrir. Et j'avais envie de vous montrer, pour finir avec l'hygiène, cette vitrine.
Voilà. Aussi, pour encore une fois en parler un peu à ma manière, on trouve dans cet ensemble alors un objet emblématique du musée que beaucoup de gens soulèvent en fait comme quelque chose de marquant. C'est la curette qui est ici, ce grand bâton en bois qu'on appelle aussi le gratte-cul. Alors moi je suis désolée, je vais en frustrer quelques-uns. Aujourd'hui, c'est pas cet objet-là dont j'ai envie de parler. C'est plutôt d'un objet qui se trouve au-dessus. Ici, on a des commodités plutôt pour officiers, et puis une sorte de poche qui permet d'avoir une douche transportable. Il y a une petite corde à tirer, une trappe qui s'ouvre, et l'eau va pouvoir s'écouler. Je me plais assez souvent quand les élèves sont là, quand le public est là sur place, et c'est ce qui est tellement plus agréable à faire, c'est de dire que la marque de sport, de vêtements de sport, de matériel de sport bleu et blanche, je ne donnerai pas son nom pour les 10 sports, ce type de matériel qui date de la guerre, en fait, on le retrouve aussi pour, en particulier, les fans de camping sauvage. Finalement, les magasins de sport n'ont absolument rien inventé. Ils ont réactualisé un matériel, évidemment pour bien d'autres raisons, puisque le camping sauvage, c'est une passion pour certains. Ici, c'est une nécessité, mais qui nous montre aussi qu'en 100 ans, un peu plus de 100 ans, finalement, il y a des choses qui se révèlent assez efficaces. On retrouve aussi dans cette vitrine, et je vais à nouveau m'en rapprocher, avec donc cette autre caméra. On retrouve le blaireau, le savon à raser, le petit miroir réglementaire, et puis je pense que pour certains, pardon, je me suis trompée de caméra, voilà. Pour certains, ces différents éléments rappelleront peut-être comment les grands-pères se rasaient. En tout cas, voilà. Je vous ai dit aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui me plaît. Ici, dans ces objets, c'est aussi cette résonance pour nos anciens, qu'ils soient encore là ou ceux qui ont vécu cette guerre. Alors, on va se rediriger vers d'autres vitrines, parce que il n'y a pas que l'hygiène, il n'y a pas que les poux. Il y a aussi, il n'y a pas que les corvées, il y a aussi ce qui va permettre un peu de réconfort. Alors, je suis un tout petit peu serrée, mais voilà, ça, c'est des objets dont on parle un peu moins souvent. Ce sont ces objets liés à la religion. Il faut savoir que pendant la guerre, dans les armées, il y a les 3 religions monothéistes qui sont représentées, donc vraiment par des hommes de foi. On a ici une variété d'objets, de petits objets, qui sont très très émouvants, brodés, sculptés, gravés, emportés avec les hommes. Et la dévotion, même si tous ne sont pas concernés, la dévotion va faire partie de ce réconfort qu'on va avoir. Alors j'ai quelques images justement à vous montrer. Hop là, c'est pas. Alors on retrouve l'hygiène, cette question aussi de laver ses vêtements. Et juste après, on va retrouver donc la question de la religion. Je vous ai dit qu'on se rasait avec blaireau et rasoir. Une problématique, voilà, qui concerne vraiment chaque homme. Alors, dans la propagande, ce patriotisme, et je fais un petit arrêt sur image pour que vous ayez le temps de regarder ce document, ce patriotisme allié à la religion, c'est quand même une petite dizaine d'années après la séparation de l'Église et de l'État. Donc, on est encore très frais de ce changement. Et donc, les hommes sont présents dans les tranchées, ces hommes de foi. Là, je fais également un arrêt sur image. Hop là, pardon. Je retourne un peu en arrière pour vous remontrer cette vue des inhumations, voilà, qu'on va avoir au front. Hop. On voit donc ce transport de mort et ce prêtre qui est présent en tenue et qui bénit une dernière fois avant inhumation. Je reviens aux objets. Je vous ai dit, les religions sont représentées par les hommes de foi, mais aussi par ces petits objets de dévotion que l'on trouve. J'espère que vous voyez au centre de cette image ces petites mains de Fatma. Et puis c'est pour vous montrer aussi ces détails
qu'on va retrouver sur ces objets. Ici, on va retrouver l'étoile de David. Voilà, encore une fois, c'est bien au centre de votre image. Et puis, certains objets vont être fabriqués par les hommes eux-mêmes. C'est bien ce qui montre, par l'artisanat de trancher, c'est bien ce qui montre ce besoin finalement de réconfort, et on va créer des objets. Alors je bascule du coup assez naturellement vers cet artisanat de trancher. Ici vraiment de tout petits objets comme les bagues, les briquets, ces briquets qui pouvaient être taxés. Et donc le soldat le fabrique parce que le réconfort, c'est aussi de s'occuper l'esprit, s'occuper les mains. Je vous montre vraiment de plus près ces bagues. On pourrait vraiment imaginer cet homme dans la boue, dans les tranchées, qui récupère un morceau de métal des armes, ce métal froid qui provoque la blessure, la mort, la souffrance, et qui, par son savoir-faire, va être capable d'en faire un objet beaucoup plus positif, cette bague que peut-être il offrira à sa femme à son retour, en nourrissant l'espoir du retour. Voilà, donc des objets que certainement encore beaucoup parmi vous doivent avoir dans les familles. Et puis on est équipé d'outils. Alors, juste, voilà, le temps de me décaler. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment les objets qu'on vous montre. Cette petite pochette d'outils qui permet aussi de se rendre compte que le soldat, parfois, a de quoi graver, ciseler, de faire un travail de grande précision et presque d'orfèvrerie pour cet artisanat de tranchée. Cependant, l'artisanat de tranchée, quand bien même s'appelle-t-il ainsi, n'est pas forcément fait dans les tranchées proprement dites. Donc, je vous ai dit, dans cette salle, il y a une belle part qui est donnée à cet artisanat. Ici, des instruments de musique qui montrent aussi l'ingéniosité, mais pour transformer et avoir ces différents matériels, même si ce sont des objets de récupération finalement, des casques, des couvercles de boutéons, un bidon français transformé. Il faut du matériel, il faut du feu. Les tranchées ne sont pas forcément les meilleures conditions. Et donc, ce sont plus les zones de cantonnement qui vont permettre aux hommes de fabriquer ces objets. Et là, j'ai choisi aussi aujourd'hui de vous montrer, j'espère que vous y verrez bien les motifs. Voilà, parce que effectivement, c'est très éclairé. Alors, en tout cas, de manière globale, ce sont des objets que l'on a distingués. On a fait le choix de les distinguer parce que c'est de l'artisanat érotique. Oui, voilà, le réconfort va passer ou va se traduire plus précisément dans cet artisanat érotique dont je vous montre ces briquets avec ces silhouettes féminines nues. Il y a une frustration sexuelle pour le soldat qui est réelle, qui est connue. Et donc, on pallie par soi-même, certainement, en gravant dans la douille de métal la silhouette d'une femme dont la robe s'envole, ou alors dans un morceau de bois que je vais vous montrer tout de suite. Alors là de côté, mais c'est vraiment la silhouette d'une femme qui est en train d'enlever le haut de ses vêtements. Cette frustration, on la devine à travers ces objets. C'est une manière psychologiquement de se réconforter. Et donc, c'est un vrai sujet pour nos soldats. Alors l'armée va apporter à ce réconfort. Je vous ai mis quelques images des animaux, même si je ne vais pas forcément beaucoup en parler, mais parce que les animaux qui permettent de chasser les rats sont aussi un de ces réconforts. Ça, c'est la mignonnerie d'aujourd'hui que j'avais envie de proposer. L'artisanat de tranchée, donc, et la religion, voilà, les fêtes qui arrivent. La musique, je vous l'ai dit. On va avoir quelques images aussi mignonnes, pas d'inquiétude sur cette question de la sexualité pour les soldats. C'est un réconfort aussi, mais contre lequel on va mettre en garde une image ici d'un document qui a été présenté en 2010-2011, un an avant l'ouverture du musée, justement où on livre ce discours
que effectivement, il va falloir se prémunir aussi des maladies vénériennes. Donc l'armée encadre aussi cette sexualité, l'accorde. Alors on fantasme beaucoup sur les petites poulettes qui ne sont pas forcément dans des œufs de Pâques, ni dans des œufs en chocolat de Noël. Donc cet artisanat ici, voilà, c'était une manière aussi de pouvoir redonner parmi tous ces objets, de redonner aussi la part du quotidien de ces hommes qui vont vraiment faire preuve d'une grande ingéniosité. Je vous en montre d'autres ici, un peu plus conséquents, des obus, des grenades transformées. Le point commun, c'est le mot souvenir. Ce n'est pas non plus que d'exprimer une frustration éventuelle, c'est aussi de rendre hommage et de vraiment s'occuper les mains. Donc des objets très, très émouvants. Et puis bien sûr, les plus emblématiques se trouvent par ici. Ce sont les douilles d'obus, toutes simples, décorées, gravées, ciselées. On a la chance d'en avoir de très beaux exemples au musée. On fait apparaître les fleurs, les feuilles qui ne poussent plus. On en fait des vases pour rendre hommage à un camarade qui a été sacrifié et qui est provisoirement inhumé sur le champ de bataille. On pense aussi aux enfants. Alors, du point de vue du soldat, encore une fois, fabriquer des petits objets qui pourront partir avec colis et paquets à destination de ces enfants. Voilà, des jouets faits maison. Finalement, les soldats, les hommes, plus que les soldats, les hommes vont fabriquer un certain nombre de choses qui vont leur être utiles, mais aussi qui vont permettre de faire le lien. La vie est éprouvante pour les hommes, je vous l'ai dit. Alors, hop, une petite vue d'ensemble. Et je vais réapparaître un peu mieux à l'écran. Voilà. D'une part, l'alcool, qui peut être un réconfort aussi, une manière d'oublier, on sait ce que l'alcoolisme fait des ravages, mais donc un arrêté concernant la vente de l'alcool aux militaires, puisque à la fois dans l'économie de guerre, il faut contrôler tout ce ravitaillement, mais aussi éviter les abus. C'est finalement un peu comme les maladies vénériennes, il faut aussi avoir des combattants qui puissent tenir et qui puissent combattre. Une problématique véritable que le musée tente, en tout cas, pour lequel il essaye d'apporter des réponses où chacun pourra éventuellement trouver une réponse. Et puis, l'autre vitrine, et je vais m'en rapprocher également, c'est d'affronter le froid. Alors, là aussi, j'aime bien faire un clin d'œil. En plus, on a des collègues qui sont très doués pour fabriquer ce genre de choses. Les travaux d'ouvrage, là ici, bonnets, mitaines, écharpes, qui vont être indispensables à partir du premier hiver 1914, qui vont être indispensables pour nos soldats, puisqu'on pensait que la guerre serait courte et que finalement elle s'enlise dans ce système de tranchées sur un front très important, et ce qui va faire que la mémoire collective est encore très marquée aujourd'hui. Ces équipements complémentaires vont être permis grâce aux ouvroirs. Je fais un petit parenthèse sur l'arrière. Ces ouvroirs, il y en a eu à Meaux, il y en a eu dans pas mal de villes et de communes de France, vont permettre aux femmes d'apporter leur soutien et d'apporter finalement indirectement ce réconfort aux hommes. Alors, juste le temps de me déplacer vers une autre vitrine. Je vous montre aussi ce que je vais ensuite aborder, la question du courrier, d'avoir des nouvelles. Alors voilà, je me suis déplacée vers cette vitrine. On en a déjà un petit peu parlé le 16 octobre sur la question de l'alimentation en temps de guerre. Je vous montre ces matériels réglementaires que sont les bidons, les gamelles, les quarts, ces petites tasses qui permettent de boire. Et puis il y a aussi des équipements qui vont être complémentaires, comme un que j'aime bien parce que ça fait vraiment penser à... On imagine vraiment en fait le soldat
en train d'ouvrir, voilà, c'est un ouvre-boîte à tête de bélier. On imagine le soldat en train d'ouvrir sa boîte de rations de secours avec cet ouvre-boîte, parce que le ravitaillement n'a pu être fait. Un repas par jour, dès 1914, même dès la guerre de mouvement, ça va être un ravitaillement qui va être compliqué, assez difficile, surtout du côté français, puisque le soldat emmène de quoi manger avec lui, mais c'est surtout le train régimentaire qui permet le ravitaillement. L'ingéniosité aussi dans ces objets, en plus de la nécessité de manger le réconfort qu'est le repas, c'est cette petite boîte rouge qui est entrouverte, dans laquelle on va pouvoir ranger ces couverts et du coup qui va prendre bien moins de place dans le barda, ce sac réglementaire que le soldat va avoir. Et côté britannique, un petit coup de cœur aussi pour cette paire de couverts, voilà, qui en réalité se rangent l'un dans l'autre. C'est-à-dire que la lame du couteau va pouvoir glisser dans le manche de la fourchette et la fourchette dans le manche du couteau. Encore une fois, un gain de place assez important et qui montre aussi le contraste de réflexion entre les armées, puisque nous, côté français, on aime manger, les fêtes arrivant, on espère aussi pouvoir se faire plaisir, et donc les Français ont des couverts un peu plus classiques, des couverts de table. Et la vaisselle va être quand même très variée, puisque la popote du poilu et la popote des officiers, ça va être un moment de fort réconfort, puisque quand on peut manger chaud aussi, c'est important. Je continue dans ces vitrines liées à l'alimentation, sur d'autres choses qu'on va retrouver, les bêtises de Cambrai, les biscuits britanniques très secs, très durs, très nourrissants et pourtant nécessaires. Et puis le café, voilà. Et alors là, on ne vous les a peut-être pas montrés jusqu'à maintenant, ou peut-être pas aussi longtemps. Ces grains de café, je pense que si on ouvrait la vitrine, on aurait cette odeur encore de café qui nous parviendrait, puisqu'on en a effectivement dans nos collections, ces grains de café qui étaient encore, avant l'ouverture du musée, dans un sac en toile de jute, et ça sentait très très bon. Et c'est pas pour rien si je vous les montre, c'est encore une fois pour la question de l'ingéniosité, cette gamelle, qui là n'est pas une gamelle, mais bien un moulin à café. Voilà. Un autre objet aussi sur l'alimentation, qu'aujourd'hui j'avais envie d'aborder, j'ai évoqué les rats très très rapidement, c'est ce sac en toile de métal. Je m'explique. C'est du fil de fer tressé, qui permet en fait d'avoir un petit sac pour protéger sa nourriture, puisqu'on sait que les rats aussi sont voleurs de nourriture. Et du coup, le soldat doit trouver une solution, qui soit dans la tranchée ou dans les abris souterrains d'ailleurs. Et donc, je trouve que voilà, on se retrouve un peu plus dans les conditions de ces hommes qui, je vous ai parlé des rations de secours, qui doivent manger aussi de cette nourriture. Voilà, donc là, on va trouver ces boîtes de sardines, corned beef pour les Britanniques, boîtes de viande de bœuf en gelée et en conserve, qui permet de pallier. Et le soldat est quand même pas mal équipé, puisqu'il a de quoi réchauffer sa nourriture. Je pense à un extrait de Maurice Genevoix, qui a été lu le 11 novembre dernier pendant notre Facebook Live sur la mémoire par la Boîte du Souffleur, la compagnie théâtre La Boîte du Souffleur, et un de ces extraits où justement on va évoquer la nourriture, et Maurice Genevoix le raconte merveilleusement. Voilà, donc on trouve ici des différents éléments qui permettent de réchauffer la nourriture, des chaufferettes de poche, la gazolite aussi, qui est faite pour les soldats, mais qui peut être aussi utilisée par les prisonniers de guerre, la lampe boule, et je m'attarde un peu plus sur cette petite chaufferette, parce qu'elle
elle n'est pas sans évoquer une chanson qui, en 1917, va être aussi le reflet de ce ras-le-bol général, d'un gros ras-le-bol de la part des poilus, des soldats en général, pas que chez les Français. Non, pardon, je confonds la Madelon et la chanson de Craonne, mais ces chansons en tout cas qui vont être, voilà, qui sont encore aujourd'hui le témoignage de ce que les hommes avaient à exprimer. Alors, je vais me diriger vers une dernière vitrine, parce qu'en cette période de fête, bon, sans m'attarder sur l'actualité évidemment, on a besoin de voir ses proches. On a été séparés par les périodes de confinement ou les couvre-feux, on n'a pas forcément la possibilité. Et finalement, on expérimente un peu aussi d'une autre manière, peut-être plus technologique, avec nos smartphones, la correspondance. Et cette correspondance, pendant la guerre, va être une sorte de lien qu'on va consolider, qu'on va garder, qu'on va maintenir. Les services postaux militaires vont permettre aussi, malgré la censure, de garder ce lien. Et les paquets que je vous montre, les colis et paquets que je vous montre, qui vont permettre de garder un lien autre qu'épistolaire. Et là, c'est tout à fait d'actualité avec ce qui nous attend dans quelques jours. Voilà, Noël, j'espère que vous le voyez bien, ce petit paquet, avec ses décorations, donc un paquet allemand, puisque la tradition de Noël et des décorations, c'est très, très, très allemand. Alors, je me décale et vous devinez sur la vitrine quelques objets que j'ai ramenés. Voilà, juste le temps de cadrer autrement pour vous montrer les décorations et le petit sapin qui se trouve dans le colis, qui était décoré de petites boules en sucre. Voilà. Et je vais rapprocher les quelques objets que j'ai ramenés, parce qu'on est quasiment tous concernés par ces fêtes, cette séparation parfois qu'on vit mal. Je vais donc décaler. Voilà. Une photo. Je vous ai ramené des médailles. Une boîte dans laquelle on va ouvrir juste après. Bien évidemment, des courriers. Et puis, ça va être un peu caché par là, une plaque. Voilà, ce sont ces objets de famille que j'ai ramenés, que j'avais envie de partager avec vous parce qu'ils font un véritable écho à ce qu'on trouve dans cette salle qui peut nous émouvoir encore beaucoup. Ces objets qu'on garde dans les familles, ces familles qui nous ont confié aussi et qui nous ont fait confiance en nous donnant leurs objets de famille. Mon arrière-grand-père, à qui je pense souvent, qui s'appelait Eugène et qui a fait cette guerre, a gardé cette plaque de pierre tombale. C'est pas très chouette ce que je vous montre a priori, mais voilà, c'était à ce point important pour un arrière-grand-père taiseux qui ne voulait pas parler de cette guerre que de garder voilà, cet objet de ses frères morts respectivement en 14 et en 16. Il en a gardé bien évidemment des photos. Il a gardé et aussi, je vous ai dit, ces courriers qui généralement étaient aussi des photos que l'on faisait faire. Donc je vous montre tout simplement des membres de ma famille, hop, qui sont précieuses aujourd'hui pour témoigner de ce qu'a été cette guerre. Attendez, je vais juste recadrer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on se prenait en photo et au dos, on écrivait soit avec un crayon de bois, soit à l'encre, pour se donner des nouvelles. Celle-ci raconte finalement d'un frère à un frère ce que l'un vit et demande, ce que l'autre affronte. Et puis là, l'enfant aîné des trois qui ont signé au dos, c'est la maman qui a écrit et qui commence ainsi: à notre petit papa, nous te souhaitons, petit papa, une bonne fête et une bonne santé, et que tu reviennes bientôt avec nous, tes enfants qui t'aiment de tout notre petit cœur. Voilà, c'est extrêmement émouvant et ce courrier a dû certainement permettre à ce grand-père dont je parle aujourd'hui
à Eugène de tenir véritablement au regard de l'épreuve que les objets dans cette salle nous évoquent. Et puis, il y a, pour finir, ces objets en 3 dimensions, poussiéreux, peut-être un peu en mauvais état. C'est l'Express, c'est un autre modèle de tondeuse. Voilà, on n'y touche pas, nous, on laisse tout ça, tout ce matériel tel quel. Je ne sais même pas comment on s'en sert d'ailleurs, mais voilà, c'est un peu sacralisé, un peu comme les objets quand on les met dans une vitrine, on les sacralise, mais finalement, peut-être parce qu'ils sont là pour nous rappeler ces mémoires si nombreuses. Alors j'espère en tout cas que ce petit panorama et ce petit clin d'œil, ce petit focus, ce petit coup de cœur de tous ces objets à découvrir dans le musée vous aura plu. Je suppose très probablement qu'il y a des questions. En tout cas, je vous invite. Moi, j'ai une question, c'est quand est-ce que vous allez venir nous voir, parce qu'on est très impatients de tous. Voilà, allez, une petite dernière, juste pour le plaisir. Les soldats, petite note d'humour. Les soldats font du sport dans les tranchées. C'était leur manière, en tout cas, de le présenter. Voilà, il y a encore plein de choses à raconter ici au musée de la Grande Guerre. Le robot a envie de se sauver, peut-être pour vous en montrer un petit peu plus. Et non, il va rester avec moi. On est content en tout cas de vous avoir donné ces rendez-vous. Et c'est pas fini, il y en a encore, que ce soit en live ou pas d'ailleurs. On vous a encore préparé quelques surprises avec l'équipe. Et on a vraiment très hâte de pouvoir vous retrouver, pas que sur Facebook, pas que sur les réseaux sociaux, mais aussi sur place et enfin de pouvoir partager autrement ici avec vous tout ce qu'il y a à raconter sur les destins de poilus, de femmes, d'enfants pour cette guerre qui nous nourrit aussi. Voilà. À très bientôt, chers internautes. Merci encore d'avoir répondu présent et à bientôt. Passez de bonnes fêtes. À bientôt.